On plonge aujourd'hui dans la semaine la plus décisive de l'histoire d'Haïti. Pas la bataille de Vertières elle-même, non, mais c'est quelques jours juste après. Ce moment vertigineux où la liberté est enfin là, mais où absolument tout reste à faire. Et pour commencer, chose assez surprenante, on ne va pas parler d'une victoire, mais d'un échec. Un échec presque comique, qui pourtant cache en lui toute la détermination qui a rendu cette révolution possible. Imaginez un peu la scène. On est en août 1791, aux toutes premières heures de l'insurrection. Des esclaves révoltés, dans une rage de liberté, capturent des canons. Le symbole est extrêmement fort. Enfin, ils peuvent retourner l'arme du maître contre lui. Ils s'empressent d'allumer la mèche. Et là, rien. Le silence. La déception a dû être terrible. Alors, l'erreur, elle est toute simple, presque bête. Dans la précipitation, et sans aucune connaissance de l'art de la guerre, ils ont mis le boulet avant de mettre la poudre. Ce petit détail technique, il nous dit tout. La technique, ils ne l'avaient pas. Mais la volonté de vaincre, elle, était déjà absolue. Et voilà le point essentiel. Ce raté technique est anecdotique. Parce que s'ils ne savaient pas encore comment faire la guerre, ils savaient très bien pourquoi ils la faisaient. Leur objectif était d'une clarté totale, résumé par un cri de ralliement « liberté ou la mort ». C'est cette volonté pure qui va transformer ce simple raté en la plus grande révolution d'esclaves de toute l'histoire de l'humanité. Faisons maintenant un bond de 12 ans dans le futur. On va voir comment cette volonté de fer a tout balayé sur son passage. De l'échec d'un canon mal chargé à la défaite de la plus grande armée du monde. Nous voilà le 18 novembre 1803, un moment qui devrait être connu et étudié dans le monde entier. L'armée indigène, cette armée composée d'anciens esclaves et d'affranchis, vient de faire l'impensable. Elle a vaincu les troupes d'élite envoyées par Napoléon Bonaparte lui-même. Pour faire simple, Vertières, c'est le point final. C'est la conclusion de 12 années de lutte sans merci. La bataille qui scelle pour de bon la défaite de la France et qui ouvre la porte en grand à l'indépendance d'Haïti. La guerre est donc gagnée. On pourrait se dire que l'histoire s'arrête là. Mais en fait, pas du tout. Le plus dur commence maintenant, dans les coulisses du pouvoir, dès le lendemain de la victoire. 10. Retenez bien ce chiffre. 10 jours. C'est l'ultimatum que Dessalines et ses généraux posent sur la table des Français vaincus. C'est le début d'un compte à rebours, celui qui mène à la souveraineté totale. Et ça va très vite. Le 19 novembre, au petit matin, la reddition est signée. Pour Rochambeau, le général français, c'est une humiliation sans nom. Pour l'armée indigène, c'est le tout premier acte d'un État souverain qui est en train de naître. Le calendrier est ultra serré. Chaque heure va compter. Cette première semaine de liberté, c'est un moment de contradiction extrême. C'est le grand écart entre une explosion de joie populaire et une réalité matérielle absolument terrifiante. L'historien Thomas Madiou nous laisse une image vraiment poignante de ce moment. Pendant que les derniers navires français quittent le port, le pays est en transe. Il y a des scènes de liesse partout. Les troupes sont acclamées en héros. C'est la fin de 12 ans de guerre, l'aboutissement d'un rêve qui semblait impossible. Mais cette joie immense a un goût de cendre. Car ce que les généraux découvrent, c'est un pays dévasté. La tactique de la terre brûlée, celle-là même qui leur a donné la victoire, a tout détruit. Les plantations, les infrastructures, les villes. Le prix à payer pour la liberté, c'est la ruine. Et face à ce chaos, les généraux ne perdent pas une seconde en célébration. Dans le plus grand secret, ils commencent déjà à poser les fondations de la survie de la nation. En seulement quelques jours, 3 décisions stratégiques sont prises. 1. Il faut neutraliser la menace de Ferrand, un autre général français qui s'est retranché dans la partie est de l'île et qui n'attend qu'une chose, contre-attaquer. 2. Il faut transformer le pays en forteresse. L'indépendance sera armée ou elle ne sera pas. Et 3. Le point peut-être le plus crucial, il faut préserver à tout prix l'alliance fragile entre les chefs. Et ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Dessalines et Pétion, les deux grands artisans de la victoire de Vertières, se sont menés une guerre civile terrible quelques années auparavant. Leur alliance est une alliance de circonstances, forgée contre l'ennemi commun. Maintenant que cet ennemi est en train de partir, le plus grand danger qui les guette, c'est la division interne. Maintenir cette union sacrée, c'est donc la priorité absolue. Alors, en conclusion, pour bien mesurer la montagne qui se dresse maintenant devant les fondateurs d'Haïti, il faut se souvenir du chemin qu'ils viennent de parcourir. Ce parcours est tout simplement stupéfiant. En à peine plus d'une décennie, ces hommes sont passés de l'ignorance technique la plus totale à une victoire militaire éclatante contre une superpuissance mondiale. Ils ont appris l'art de la guerre, ils ont su unifier leurs forces et ils ont arraché leur liberté les armes à la main. Et pourtant, le vrai défi commence à peine. Cette première semaine le leur révèle brutalement. Face à un pays en ruine, une économie à reconstruire de zéro, des menaces extérieures toujours présentes et des divisions internes qui ne demandent qu'à ressurgir, gagner la paix s'annonce comme un combat bien plus long et bien plus complexe que de gagner la guerre.
On se quitte donc avec une question qui fait encore débat aujourd'hui. Cette toute première décision, accorder 10 jours de grâce aux Français, était-ce un acte de pragmatisme pour éviter un dernier bain de sang ou une erreur stratégique qui a permis à un ennemi de se réorganiser? La question, elle, reste ouverte.